Je dois dire que je suis particulièrement impressionné. Au moment même de mon élection, j'avais 26 ans et j'aurais été bien incapable d'avoir le niveau que tous les participants ont eu ce soir. Donc je tenais encore à les féliciter et je pense qu'on peut encore les applaudir pour leurs prestations. La question qui nous est posée ce soir, c'est bien sûr de quelle manière on peut efficacement défendre la cause animale. Lorsque j'ai été élu en 2017, c'était mon premier mandat, j'étais juriste en juridiction avant d'être élu, et j'ai véritablement découvert un pan entier pour une problématique qui, pour ceux qui y travaillent, et quasiment tout le monde travaille sur cette thématique ce soir ici, eh bien, regorge de tiroirs, puisque quand on commence à s'intéresser à un sujet, on se rend compte qu'il y en a un autre, qu'il y en a encore un autre, encore un autre. Et la plus grande difficulté quand on a un mandat de 5 ans, c'est de prioriser quels sujets nous pouvons porter et quelles ambitions nous pouvons atteindre. Je suis engagé depuis 2017 sur la question, comme d'autres, Cédric, bien sûr, l'est aussi, Loïc Dombreval, Laetitia Romero-Diaz et bien d'autres. Nous sommes plusieurs parlementaires de toutes tendances politiques à travailler sur ces questions avec un groupe de travail qui, je dois le dire, a plutôt bien travaillé, mais n'a pas toujours eu l'écho suffisant pour véritablement avancer dans la loi. Et je dois même dire que j'aurais renoncé aux élections de juin si nous n'étions pas parvenus à cette proposition de loi qui, et j'étais le premier à le reconnaître, n'est pas une révolution, mais a au moins le mérite d'être la première loi de la Ve République à traiter du sujet de la cause animale directement, frontalement, avec des débats de plusieurs heures dans l'hémicycle. Et ça, je pense que c'est déjà une victoire et, je dirais, c'est presque un premier pas. En tout cas, c'est un pas qu'on a mis dans la porte et qui permettra, je l'espère, à d'autres, au prochain mandat, d'ouvrir encore plus largement cette porte. Le plus difficile, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de choisir le sujet que nous voulions porter. J'ai déjà eu l'occasion de me positionner contre les chasses traditionnelles. Je m'étais rendu avec une association que je ne citerai pas parce que nous n'avons pas le droit, mais que vous connaissez tous, en forêt de Compiègne à plusieurs reprises et de façon incognito. J'ai subi ce que les militants subissent. J'ai subi les croche-pieds, les insultes et autres. Et au moment où certains se sont rendus compte que j'étais parlementaire, les choses se sont calmées. Et ça a permis d'ailleurs aux militants d'être tranquilles le reste de la journée. Et à la suite de cela, les chasseurs sont venus me voir en me disant « Mais vous vous rendez compte, vous découvrez la chasse traditionnelle au travers de ceux qui veulent l'abolition. » Je leur ai dit « Très bien, invitez-moi et je viendrai avec vous participer à une journée à une chasse traditionnelle. » Ce qui n'était pas forcément de gaieté de cœur, mais c'est mon rôle de parlementaire d'écouter toutes les parties. Et j'étais retourné 2 semaines après avec ces mêmes chasseurs, qui d'ailleurs ne me faisaient pas tout à fait confiance parce qu'ils ne m'ont pas emmené là où la chasse avait lieu, de peur que je sois géolocalisable par les militants. Et j'ai passé la journée avec eux, et j'ai bien senti que chez eux, c'était une forme de sincérité. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être sincères dans ce qu'ils pensent. Mais je leur avais dit au début de la journée que je ne changerais pas d'avis, mais que ça leur donnait au moins une bonne partie de la journée pour me convaincre que cette pratique était respectueuse du bien-être animal. Je ne vais pas divulguer un secret, ils ne m'ont pas convaincu. Mais j'ai senti quand même chez eux à ce moment-là un peu plus de respect dans la manière dont ils traitaient le sujet, en tout cas la manière dont ils percevaient le travail du parlementaire, parce qu'ils m'ont dit que j'étais le seul à avoir fait à la fois une chasse avec l'association qui visait à l'abolir et les chasseurs. Ça n'enlève en rien à mon engagement pour abolir ces chasses traditionnelles. Mais je pense que demain, quand, je l'espère, nous légiférerons sur le sujet, j'aurai au moins l'argument de dire « j'ai passé une journée avec vous, je sais comment les choses se passent », et eux-mêmes le savent, ce qui rendra, à mon avis, leur argumentaire plus compliqué. J'aurais aimé que dans cette proposition de loi que nous avons fait voter en fin d'année dernière, nous puissions aborder ces sujets. Nous avons eu la lourde tâche d'avancer au maximum de nos possibilités en connaissance de cause. Quand nous
nous sommes arrivés en 2017 à l'Assemblée nationale, autant vous dire que la cause animale n'était pas une priorité et que, encore aujourd'hui, parler du sujet de la cause animale, pour certains, est un peu risible. Et avec un reproche que vous devez avoir au quotidien, vous aussi, qui est de dire avant de vous occuper des animaux, occupez-vous des hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait les deux. Et je me suis aussi engagé sur les questions carcérales, je me suis aussi engagé sur les violences intrafamiliales. Et j'ai même, d'une certaine manière, démontré que s'occuper, pour ceux qui sont les plus cyniques et peut-être qui manquent d'apathie envers les animaux, en leur disant que s'occuper des maltraitances animales, c'était prévenir les violences intrafamiliales. Et c'est d'ailleurs un des amendements que nous avions travaillé avec Cédric Villani, qui visait à, dès lors qu'on constate des maltraitances animales, on puisse engager une enquête au sein du foyer pour vérifier que, éventuellement, les enfants ou l'épouse n'étaient pas eux-mêmes victimes de violences. C'est une petite réussite que nous avons obtenue grâce aux sénateurs, je dois bien le dire, puisque nous avions porté cet amendement à l'Assemblée, et même si j'étais co-rapporteur du texte, nous n'étions pas parvenus à le faire voter, et c'est les sénateurs qui l'ont repris et l'ont fait voter. Autant vous dire que sur le chapitre 2 dont j'avais la charge, qui visait à aggraver les sanctions, eh bien, je n'ai pas eu grand-chose à redire de la version du Sénat qui avait repris les amendements que je n'avais pas réussi à passer et qui a fait avancer, je le crois, dans le bon sens la législation de ce point de vue-là. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans la proposition de loi, je pense que chacune et chacun est averti et le sait. D'abord, un chapitre premier qui concerne principalement les moyens de lutter contre le phénomène d'abandon, on l'a vu, et je sais que l'une des plaidoiries a fustigé ces avancées, mais j'y crois un petit peu quand même, je pense qu'elles seront utiles, en tout cas elles ne pourront pas faire de mal. D'abord avec cette imposition du certificat de connaissance, avec le délai de réflexion de 7 jours pour éviter les achats compulsifs et le fait d'être attendri par l'animal et de ne pas se rendre compte des conséquences. Le fait d'interdire, alors oui, on a dû laisser un délai parce que les animaleries sont des activités malgré tout économiques qui doivent se réinventer. Et l'objectif, ce n'est pas de mettre en péril des entreprises, mais de les accompagner vers le respect du bien-être animal. Et je crois que 2024 est un objectif qui sera largement atteint, puisque dès lors qu'une décision est prise, ils entament déjà leur reconversion. La fin également des ventes en ligne par les particuliers, qui est actée. Alors on reparlera après de l'impact d'une loi et du fait de devoir contrôler l'application de la loi, qui est encore autre chose. Et puis le chapitre 2, dont j'avais la charge, qui visait à augmenter les sanctions en cas de maltraitance animale, avec des circonstances aggravantes, si l'enfant est présent, si c'est le propriétaire ou le gardien de l'animal qui a commis ces maltraitances, et puis des dispositions sur la zoophilie. J'étais, je crois, le seul fou à travailler sur ces questions. Sollicité par une association, je crois, au début bien seul, et puis nous sommes parvenus à véritablement donner un arsenal juridique aux magistrats pour sanctionner ces comportements, qui sont grandissants grâce à Internet, avec des vidéos absolument effroyables, avec des mises en contact de personnes humaines, oui, certains le font, avec des animaux pour avoir des relations sexuelles. Il n'y avait pas d'arsenal juridique suffisamment fort pour lutter contre ça, et nous l'avons également obtenu. Et puis le chapitre 3 et 4, que vous connaissez bien, sur les animaux sauvages dans les cirques, sur les delphinariums, sur les fourrures de visons, qui sont véritablement, je le crois, des avancées, et qui sont dans le marbre de la loi et non pas simplement dictées par un pouvoir réglementaire qui pourrait changer au fil du temps. Il reste encore beaucoup de combats. D'abord, vérifier que la proposition de loi, que la loi, est bien appliquée. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas dire au lendemain, mais presque quelques jours après le vote de la loi, j'étais aussi avec d'autres collègues signataires de courriers au ministère de la Justice et de l'Intérieur pour nous assurer que dans les formations initiales des policiers et des magistrats, il y ait cette sensibilisation à l'évolution législative et à la cause animale, puisqu'on le sait, une loi peut être magnifiquement bien écrite, si les magistrats ne s'en emparent pas et ne l'appliquent pas, elle n'aura que peu d'impact. Et puis, les autres combats qu'il nous reste à mener, je crois qu'il faudra encore une fois prioriser, choisir quelques-uns, parce que 5 ans passent très vite et qu'ils ne pourront pas tous les mener. Je pense bien sûr à la corrida, je pense aux chasses traditionnelles, je pense peut-être au sujet le plus difficile parce qu'il remet en cause un héritage culturel considérable et il remet aussi en cause certaines de nos certitudes qui, comme vous le savez, sont particulièrement paresseuses.
c'est bien sûr l'élevage intensif, qui est sans doute le combat le plus difficile, mais qui aura le plus d'impact pour défendre la cause animale. Je crois que une bonne partie du monde politique n'y est pas prêt encore aujourd'hui. Ça ne nous empêchera pas de nous battre, mais ça ne nous empêchera jamais de nous battre. Mais je crois qu'aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué. Et donc, si je devais choisir peut-être 2 combats, en tout cas que moi je mènerais si je suis encore là au prochain mandat, ce sera chasse traditionnelle et corrida, pour faire en sorte qu'au moins sur ce 2e mandat, nous ayons encore fait un pas supplémentaire. Et je ne doute pas que les jeunes qui ont pris la parole bien mieux que moi et bien avant moi permettront demain à notre Assemblée d'être un peu plus représentative de ce que veut la société. En tout cas, c'est mon souhait. Je suis convaincu que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le prémisse de quelque chose de bien plus grand. Et je finirai, parce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé mon temps, et à l'Assemblée, on a une petite horloge, là je n'en ai pas, donc on va dire que ça fera presque 10 minutes. Je citerai simplement un homme politique américain, Robert Kennedy, qui disait qu'à chaque fois qu'un homme défend un idéal ou lutte contre une injustice, eh bien, il envoie dès lors une petite vague d'espoir. Et donc, je vous souhaite véritablement à chacune et chacun d'envoyer beaucoup de vagues d'espoir pour que ce pays soit enfin à la hauteur de ce titre si prestigieux de défense des droits fondamentaux. Merci à vous. Merci énormément, monsieur le député Houbron, pour cette prise de parole et puis pour ce que vous avez fait en tant que rapporteur de la loi, qui est une loi qui quand même fait énormément avancer les choses.